Eh ben, 40 minutes. Donc, Ah ouais, voilà. ouais, ça va. Enfin, 40 minutes à tous les deux. Hein, voilà. À tous les deux. Non, parce que- Vous pouvez remettre vos caméras si vous voulez pour rentrer dans la deuxième partie du débat. Et puis, je vois déjà des mains qui se lèvent, dont celle de notre président d'honneur, Bruno Ferracci, qui connaît aussi la vie des villes nouvelles. Vas-y, Bruno. Tout à fait. Oui, non, c'est juste pour apporter une petite précision qui tient notamment à la gouvernance, entre guillemets, enfin, à la spécificité plutôt de ce que sont les villes nouvelles. Villeneuve-d'Ascq n'est pas une ville nouvelle. Je l'ai déjà dit à Chantal Guillet, mais elle ne m'écoute jamais. Non, mais peu importe, c'est pas grave là. Villeneuve-d'Ascq n'est pas une ville nouvelle. La ville nouvelle, c'est Lille-Est. Villeneuve-d'Ascq, c'est la fusion de 3 communes qui étaient impactées par le territoire de l'opération Ville Nouvelle. Mais c'est tout à fait différent. Alors, c'est passé dans les mœurs parce qu'il se trouve que la Ville Nouvelle de Lille-Est, tous les logements qui ont été construits dans le cadre de l'opération Ville Nouvelle l'ont été sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq. Mais encore une fois, le territoire opérationnel, il débordait de Villeneuve-d'Ascq, il portait sur 9 communes. Enfin, 7 une fois que les 3 ont fusionné. Et simplement, ce qui s'est passé en dehors du périmètre administratif de Villeneuve-d'Ascq, c'est surtout des opérations d'accueil d'activités économiques, des parcs d'activités, et puis d'autre part, c'est une grande partie d'espace vert, puisque comme à Marne-la-Vallée et comme dans à peu près toutes les villes nouvelles, la question de l'imperméabilisation des sols a été traitée très tôt, très en amont, et chaque fois avec un système de tamponnement des eaux de pluie qui permettait de réguler les rejets et de faire. Villeneuve-d'Ascq, de mémoire, enfin, on a quand même urbanisé plus de 1600 hectares à peu près. Il se trouve que le taux de rejet, il y a un seul bassin versant qui est la Marque, c'est une petite rivière qui passe dans le coin. Il se trouve que le taux de rejet à la fin de l'opération Ville Nouvelle, le taux de rejet des eaux de pluie, dans la Marque, c'était le même qu'avant la Ville Nouvelle. C'est-à-dire que le système des bassins, qui était très paysager là aussi, a permis que, en fait, on construise 12 000 logements et je ne sais plus combien qu'on aménage je ne sais plus combien d'hectares de parcs d'activité sans impacter le réseau. Alors, dans le Pas-de-Calais, en ce moment, ils auraient peut-être pu regarder un peu comment ça s'est fait à Villeneuve-d'Ascq, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Surtout, ils n'ont pas entretenu leur réseau de fossés, ça c'est une autre histoire. Alors, habitant le long de la vallée de la Hache, je me permets de rappeler à mon ami Bruno que nous avons un système entre la mer et les terres qui remonte, enfin qui a 1000 ans. Ce serait un autre débat. Non, mais je plaisantais. Les mers ont été... Voilà, les terres ont été gagnées sur la mer et c'est effectivement l'enseignement des pompes entre les bassins n'est pas toujours parfait, c'est vrai. Moi, je voudrais aussi rappeler d'entretien des réseaux, ce qu'on appelle les wateringues, qui est pas évident. C'est ça. D'autant que il y a un gros, enfin bon, on n'est plus sur les villes nouvelles là, mais donc il y a un gros allez, litige entre écolos purs et durs qui veulent de la biodiversité, donc qui laissent pousser plein de choses, ce qui ralentit terriblement l'écoulement des eaux dans les fossés, quoi. Et donc, c'est un truc à regarder de près, ça. Mais bon, là, on n'est plus sur les... Une réflexion, Bruno, s'il te plaît. Si tu as regardé avec, j'espère, attention mes premiers slides, je parle bien de Lille-Est comme ville. Oui, c'est vrai. Okay. Donc, tu parles de Villeneuve-d'Ascq, en fait. Non, mais dans la carte des 9 villes nouvelles françaises, elle parle de Villeneuve-d'Ascq, alors que ce n'est pas Villeneuve-d'Ascq, c'est Lille-Est. Oui, mais moi, j'ai parlé dans mon exposé, j'ai parlé de Lille-Est, Bruno. Tu as parlé de Villeneuve-d'Ascq sur la carte. Bon, mais c'est pas grave, on s'en fout, je le rappelle, c'est tout. On va pas passer 3 heures là-dessus, c'est parce qu'il y a plus intéressant. Moi, j'aurais une question, et Chantal, après, je te donne la parole. D'ailleurs, la question te revient sûrement, puisque c'est justement sur le foncier. Je suis très étonnée, et pas tant que ça, mais voilà, sur l'importance de Saint-Quentin-en-Yvelines
avec 65 300 hectares, qui n'a rien à voir avec les autres, en fait. Oui, alors, oui, bien sûr. Pour l'expliquer. Là, j'ai mis les superficies de départ. Tu sais que Saint-Quentin-en-Yvelines, ensuite, Elancourt et Maurepas sont sortis de là. J'ai mis les références de tout départ. Hein. Ensuite, ça a beaucoup changé. Et Saint-Quentin-en-Yvelines, maintenant, c'est plus autant d'hectares. C'était les communes de Maurepas, encore une fois, sont parties. Enfin bon, mais les chiffres que j'ai mis, que j'ai donnés, c'est des chiffres de début. Et donc, on est bien. Ouais. Hein, voilà. Et ensuite, des communes sont sorties, peu sont entrées, en fait. Moi, je voulais insister aussi pour. Je trouve que Michel a fait résume très très bien tout ça, en tout cas sur Marne-la-Vallée. Moi, je pense que chacune des villes nouvelles, et Dieu sait si je les ai fait visiter pendant 25 ans au monde entier, toutes ont des. Je ne peux pas dire que. Bon, c'est vrai qu'Évry a eu des soucis, notamment parce que. On a imposé, l'État a imposé du logement social. Je veux dire, on n'était pas complètement maître de la population. Hein. On a eu des. Voilà, mais je crois que toutes les villes nouvelles pour moi, bon, en fait, j'avais un circuit quand je recevais des délégations qui était PLM, Paris, Lyon, Marseille. Et l'île d'Abo, oui, était également très intéressant. Et Vitrolles, je suis désolée là, parce qu'on aurait dû avoir Ludovic Vert, qui va rejoindre bientôt la SFU et qui a travaillé sur Vitrolles, où j'avais des bureaux à l'époque, à l'EPAREB, aussi des choses très, très intéressantes. Je pense que c'est vrai que Marne-la-Vallée est la plus grande, la plus importante et en nombre d'habitants et en surface, mais bon, Saint-Quentin-en-Yvelines a quand même eu aussi des équipements intéressants. Voilà, mais il faut pas détailler. Je vous renvoie à l'article que j'avais envoyé, que Bruno, tu avais mis sur le site, et qui est qu'on ne peut pas détailler en une heure. Mais je pense qu'il y avait quelque chose aussi auquel on était attaché. Donc, bien sûr, l'équilibre habitat-emploi, mais aussi l'équilibre social. C'est-à-dire qu'on était parti, en tout cas pour Saint-Quentin, je pense que c'était pareil que moi les autres villes nouvelles, on était sur le principe du un tiers. C'est-à-dire qu'on avait un tiers de logements en location, un tiers libre et un tiers d'accession. On partait sur des… Chantal, on va laisser les questions peut-être. Il y a Céline qui voulait intervenir. Oui, bonsoir. Merci à tous pour ces exposés très intéressants. Moi, je suis Céline Tixier, j'ai intégré la SFU récemment. Je suis urbaniste et j'interviens en assistance à maîtrise d'usage. Donc, je mets en place beaucoup de démarches participatives avec les usagers, les équipes de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Et ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est l'avenir de ces villes nouvelles. Je pense notamment à l'adaptation au changement climatique. Je pense aussi à la densification. Est-ce qu'il y a des projets de densification de ces villes nouvelles? Qu'est-ce qui est envisagé en fait à l'avenir en termes d'urbanisation de ces villes nouvelles? Je pense que pour répondre à ta question, les villes nouvelles, elles sont plus nouvelles. On a Marne-la-Vallée qui continue sa vie de ville nouvelle, Sénart qui continue aussi, les autres, elles sont devenues des villes normales. Donc, elles ont une vie courante. Enfin, bon, je veux dire, elles sont, comme toutes les villes, elles
elles se reconstruisent sur elles-mêmes, enfin elles ont la même vie, je crois, que toutes, mais peut-être que Michel, tu peux intervenir là-dessus sur Marne-la-Vallée. Il y a du renouvellement urbain aussi à Marne-la-Vallée. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a à partir de la dernière phase de développement, il y a des opérations de renouvellement urbain qui ont été engagées, qui sont réalisées. Donc c'est déjà en cours, hein. Voilà. Oui, bien sûr. Elle continue. Oui, ça continue. Bruno, tu voulais réintervenir? Oui, je vais Bruno. voilà. C'était juste pour préciser, sur le cas de Villeneuve d'Ascq, alors de l'Île-Est ou Villeneuve d'Ascq, on dira comme on veut, mais c'est un peu particulier puisque c'est la première ville nouvelle qui a été arrêtée, hein, sous la pression du maire des 3 communes, donc qui avait fusionné, Villeneuve d'Ascq, qu'il regrette aujourd'hui d'ailleurs, enfin ça c'est autre chose. Il y a eu à peu près 1700 hectares aménagés par l'établissement public d'aménagement. Quand on a arrêté l'opération Ville Nouvelle, sur les 1700, il y en a 900, un peu plus de 900, qui étaient achevés, si l'on peut dire, c'est-à-dire 600 hectares avec du logement, de l'activité, etc., des équipements, et puis 300 hectares de parcs urbains, hein, et d'espaces verts en général, dont toute la chaîne des lacs qui permettait notamment d'éviter, de résoudre les problèmes liés à l'imperméabilisation des sols qui avaient été faits du fait de l'aménagement. Il restait donc près de 700 hectares, oui, même un peu plus, qui étaient préaménagés, si je puis dire, c'est-à-dire que le réseau viaire primaire était fait, les gros réseaux étaient passés, etc. Et ça a permis à la ville de se développer ensuite, mais sous un statut classique. Sauf que ce qui était des actes sont restés des actes, simplement au lieu d'être gérés par un établissement public qui avait tout pouvoir, ça a été géré par la communauté urbaine qui a ensuite, le cas échéant, redélégué à des aménageurs privés. Et bon, sur des macro-lots, des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, mais c'était un réservoir magnifique. Ça a permis, par exemple, de localiser le grand stade quand l'île au moment de la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. On a fait la Coupe du Monde en France ou la Coupe d'Europe, je ne sais plus. Enfin, il fallait plusieurs stades de 50 000 places qui n'existaient pas. Je dirais, c'est Villeneuve d'Ascq, c'est assez naturellement imposé comme lieu d'accueil pour le stade sur l'île. Quand on a besoin d'un gros équipement sur la métropole lilloise, il est très facile de l'accueillir à Villeneuve d'Ascq, parce que l'opération Ville Nouvelle s'arrêtait tôt, mais en même temps, elle a préparé les choses, si je puis dire. Voilà. Alors, c'est une réponse particulière, hein, mais chaque ville nouvelle a son histoire. Oui. Je pense que en fait, toutes les villes nouvelles, je pense qu'effectivement, la question de l'espace était importante. Marne-la-Vallée a eu Euro Disney parce que c'était Marne-la-Vallée qu'il y avait des espaces pour accueillir Euro Disney. 50 ans en Yvelines aussi, on a eu beaucoup de construction parce qu'on avait réservé de l'espace. Les grands équipements, en fait, sont venus parce qu'on pouvait les accueillir. Et je me souviens justement de Disney. Il y avait une bagarre à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Michel, pour trouver un lieu. Ensuite, il y a eu effectivement l'histoire du Stade de France qui a failli aller à Marne-la-Vallée, mais bon, finalement, il est allé sur la Seine-Saint-Denis. Il y avait, je veux dire, c'est vrai que toutes les villes nouvelles, enfin bon, moi je les voyais toutes bien sûr, puisque c'était mon travail de les visiter. Il y avait une compétition entre toutes les villes nouvelles. Je pense que ça, c'était… alors, je vous dis, moi, j'étais ensuite, après avoir été inspectrice foncière, j'étais chargée d'aller chercher des usines et des entreprises. D'ailleurs, j'avais écrit, je crois, un des premiers programmes de pépinière d'entreprise à Maurepas à l'époque. Et en fait, on s'était partagé un peu Paris pour
aller chercher des entreprises. Les entreprises, d'abord, c'était évidemment la gageure de donner de l'emploi à tout le monde, mais en plus de ça, à l'époque, on avait la taxe professionnelle, donc c'est ce qui permettait aux communes de vivre. Et ça, c'était très important. Et encore une fois, les villes nouvelles qui sont arrivées dans les années 70 ont été d'abord, les pionniers, c'est vrai, ont été souvent des jeunes couples avec enfants. Et il y a eu beaucoup d'équipements pour les jeunes enfants, et avec un taux d'emploi nécessaire en raison du fait qu'il y avait beaucoup de femmes, enfin, des besoins d'emploi, parce qu'il y avait un taux d'emploi féminin beaucoup plus important qu'ailleurs. On a fait, je crois aussi, dans toutes les villes nouvelles, un gros effort sur le culturel, que ce soit à Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée ou Évry. On a d'abord, bon, il faut dire que c'était aussi une période où il y avait beaucoup d'associations, une vie associative extrêmement importante, et le côté culturel a été très important. En tout cas, bon, Marne-la-Vallée, on connaît les choses. Sur Saint-Quentin, on avait sur les Sept Mares un grand complexe de théâtre. On avait des troupes qui venaient régulièrement. Je veux dire, le côté culturel, c'était aussi l'époque, et était vraiment privilégié. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Chantal, de la ville nouvelle de Vitrolles. Oui. En fait, d'abord, je me présente peut-être parce que les personnes ici ne me connaissent peut-être pas. Donc, moi, j'ai vécu… Si, j'ai donné ton CV, ils te connaissent. Hein, mais oui. J'ai vécu un peu le Vaudreuil, et puis je suis arrivé dans la ville nouvelle d'Évry. C'était encore un champ de betteraves quand on s'est installé. Donc, j'ai vécu un peu toute cette histoire. Et après, je suis passé à l'étang de Berre. Et là, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, ce n'est pas Vitrolles comme ville nouvelle. Le but, c'était sous Pompidou, avec la zone industrielle de Fos. Il s'agissait de créer une ville nouvelle dans l'Accro. Et en fait, tous les élus des communes se sont rebellés et ont demandé à ce que ce soit plutôt un développement à partir des communes existantes. Et c'est comme ça que c'est créé à Vitrolles. Moi, j'ai travaillé surtout sur Istres, mais enfin, au départ. Donc, il s'agissait de créer une sorte d'urbanisation nouvelle au sein de chacune de ces communes. Et je voudrais dire aussi le rôle important des établissements publics d'aménagement, parce que ça a été des outils vraiment sensationnels. On a voulu reproduire ça après avec l'opération Euro-Méditerranée sur Marseille. oui. Et malheureusement, je trouve que ça n'est pas une grande réussite. Bon, ça permet quand même un développement intéressant de Marseille avec l'arrivée du TGV. Marseille qui était en pleine paupérisation à l'époque. Marseille s'est développé. Mais je trouve que c'est dommage parce que ces établissements publics, malgré tout, ont été très dépendants du politique. Et en l'occurrence, je regrette ce qui a été fait avec la création, par exemple sur Euro-Méditerranée, du centre des terrasses, qui a pompé toute l'animation de la ville en un point, le long de la mer, alors que normalement on aurait pu mettre en valeur le port d'une autre façon. Il y avait eu beaucoup d'études qui avaient été faites antérieurement, et je trouve ça dommage. Voilà ce que je voulais dire. Mais pour revenir à l'étang de Berre, donc ça a été plutôt un développement à partir des communes existantes. Voilà.
Je peux revenir, moi, je ne partage pas, tu sais que j'ai eu aussi des bureaux Euroméditerranée et Oui. qui faisaient partie qui faisaient partie de mon groupement, et je pense qu'on a fait aussi des très belles choses sur Oui. Euroméditerranée, mais bien sûr qu'il y a sur départ, bon, Marseille n'avait pas réussi à faire un vrai développement avant l'arrivée d'Euroméditerranée. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et notamment le rôle formidable qu'a joué les docks, la réhabilitation des docks. Oui, là. Et un lieu formidable. Il y avait d'ailleurs dans le dock… Avec Castaldi qui vient de décéder, là. Oui, c'est ça, oui, je regrette. Et donc, dans les docks, il y avait un grand espace qui était réservé à la population pour comprendre l'aménagement de Marseille, comment ça se développait autour d'une énorme maquette. Et je trouve que ça, c'est très important d'avoir ce contact avec la population. Et ce contact a complètement disparu aujourd'hui. Les docks, c'est devenu un lieu… D'abord, toute l'animation qu'il y avait dans les docks est partie aux terrasses, le centre des terrasses. Et il n'y a plus aucune structure d'accueil pour le public, pour comprendre, poser des questions sur l'aménagement. Je trouve que ça, c'est très important dans les villes, d'avoir un lieu de concertation, un lieu d'échange. Voilà. Ce que je peux reprendre là-dessus aussi, Gérard. Je connais bien les terrasses du port, évidemment. Donc, tu sais que l'idée, c'était de redonner la ville, la mer aux habitants. Le port s'était complètement approprié la mer, oui. Comme beaucoup de ports. Et en fait, le fait de construire en surplomb, ce qui est évidemment un espace commercial, permet aux Marseillais de pouvoir voir à nouveau la mer. Voilà, et ça, c'est important aussi. Oui, mais on voit la mer à condition de rentrer dans les restaurants ou les magasins pour la voir, c'est-à-dire de payer. Tandis qu'avant, on avait un panorama formidable sur le port qui est complètement bouché par ce gros engin, cette grosse machine. Avant, on avait des barrières et tout était fermé. Oui, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup d'études d'urbanisme avec toutes sortes de projets, j'ai encore des éléments là-dessus, qui étaient pour mettre en valeur le port. Et je trouve que ça, on l'a perdu aujourd'hui. On l'a en grande partie. Alors, écoutez, est-ce que si ça ne vous ennuie pas, j'aurais voulu poser une question à Michel Fanny, parce que revenir un peu sur son exposé, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, en particulier de cette interprétation des 4 phases qui est très lisible sur Marne-la-Vallée et qui correspond à des gouvernances et à une évolution en fait de la gouvernance dans la décision des villes et aussi des acteurs. Et je voulais poser la question, est-ce que il y a aussi des typologies de promoteurs qui ont évolué en fonction de ces quatre périodes. Oui. Il y a eu des promoteurs qui ont évolué et on les a fait, on les a accompagnés. J'ai un exemple caractéristique. Je vous parlais tout à l'heure vous savez, de l'étalement urbain, etc. On essayait de se regrouper, etc. On avait un autre problème similaire qu'on rencontre dans toutes les villes. C'est ce qu'on appelle les boîtes à chaussures commerciales qui polluent les entrées de ville. C'est épouvantable. Oui, bon, il y en a partout. Hein, oui. On a eu le cas de figure à Marne-la-Vallée. Alors évidemment, moi j'étais à la direction de l'urbanisme de l'architecture et je disais non, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Et puis il y avait la direction de l'aménagement qui disait il faudrait quand même lâcher un peu du lest, etc. J'ai dit ok, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, on va le faire dans le cadre d'un aménagement d'ensemble avec une mise en forme imposée
et un réglage et un cadrage précis des enseignes. Et ça a donné le Clos du Chêne. Je ne sais pas si vous connaissez, le Clos du Chêne, c'est juste avant le Val d'Europe. Clos du Chêne, sur Montévrain, etc. Eh bien, au début, les promoteurs en question en particulier, c'était le groupe Frey. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas parce qu'il avait des tas de clients, etc. Ils ne voulaient pas. Puis finalement, on a réussi à le convaincre. Et non seulement il l'a fait, on a même imposé des parkings, on a imposé que ce soit planté, mais alors avec une quantité d'arbres phénoménale et avec des nous pour limiter pour qu'il y ait de l'absorption on parlait de l'eau tout à l'heure, voilà, donc avec l'intégration de trucs de drainage, etc. Donc c'était quelque chose de très lourd et avec un cadrage précis des façades et des enseignes. Eh bien, ça a été très dur. Il a fallu les accompagner pas à pas. Ils ont joué le jeu. Et ça a tellement marché que non seulement ils s'étendent, et en plus, ça devient leur référence. C'est-à-dire qu'ils font visiter par d'autres ce qu'ils ont réalisé. Voilà. Donc, c'est une réussite. Donc, effectivement, les promoteurs peuvent évoluer, mais il faut les accompagner. Spontanément, ils ne vont pas le faire. Spontanément, ils ont un truc qui marche, etc. Bon, ils vont le reproduire dans un autre endroit, etc. Là, on sentait qu'il y avait un gros potentiel commercial, mais moi, je ne voulais pas lâcher le truc n'importe comment. Et en fait, en tenant bon, et ça a pris un tout petit peu plus de temps. Ouais, oui. On n'a pas, avec ce qu'on avait imaginé pour le budget de l'année 1, eh ben, on l'a eu l'année 2. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Mais le résultat est là. Et c'est une réussite. Voilà, donc c'est un exemple. Un exemple concret d'évolution de promoteurs. Et puis, d'une manière générale, il y a quand même de plus en plus de promoteurs qui commencent à intégrer les problèmes liés à l'environnement, etc. Bon, alors, des fois, ils y vont sur la pointe des pieds, hein, mais il y en a qui jouent le jeu. Voilà. Et puis, sur le confort des habitants, sur le fait d'intégrer des équipements, intégrés dans la ville. Enfin, bon, voilà, ça évolue. Ouais, ça s'accompagne. Je trouve qu'il y a une évolution. C'est super. Vas-y, Bruno. Après. Et puis Jean-Pierre après. Hein, oui, donc, alors, moi, je voudrais revenir sur 3 points qui ont été évoqués dans l'exposé. Mais là, c'est plus pour un témoignage, j'ai envie de dire, que pour une observation ou une critique. Alors, le premier, c'est sur le job ratio, c'est-à-dire l'objectif des villes nouvelles, hein, tout le monde avait ça en tête, c'était un emploi créé pour, non pas un habitant accueilli, hein, mais un actif accueilli. Un résident actif. Résident actif, voilà. Alors, moi, j'ai essayé de faire le calcul pour l'ILEST. Hein. L'ILEST, c'est 11 800 logements. Bon, peut-être c'est 11 813 ou 11 728, hein, j'en sais rien. Enfin, bon, 11 800 logements, c'est ce qui était dans le bilan qui a été proposé en fin quand on a fermé la ville nouvelle. Et c'est 12 500 emplois créés. Alors, à l'époque, moi j'ai regardé les statistiques INSEE, en 82, la moyenne le taux d'occupation moyen par logement, c'était 2,7 habitants. Ça nous fait donc 31 800 habitants accueillis par la ville nouvelle. Je dis bien par la ville nouvelle, hein, je ne parle pas de Villeneuve-d'Ascq, je parle de l'ILEST. Voilà. Et pour 12 500 emplois, alors après, c'est quoi le taux d'actifs parmi ces habitants? Si c'est 50%, ben on est à peu près 16 000 emplois qu'il aurait fallu créer, on était à 12 500. Et si c'est 70, on est loin du compte, puisque ça fait 22 000 emplois qui auraient été souhaitables, alors qu'on en a mis en place 11 700. 11 800. Non, 12 000, pardon, 12 500. Bon, mais on n'est quand même pas aux 22 000 souhaités. Alors, encore une fois, je n'ai pas le taux d'actifs par rapport aux gens qui sont arrivés. C'est vrai que c'était plutôt des jeunes, plutôt avec des enfants. Enfin, voilà, mais d'un autre côté, ce n'était pas non plus des retraités. Enfin, donc, ce serait à regarder précisément. En tout cas, on n'y est pas arrivé. Hein. Mais ceci dit, alors là, c'est une question, est-ce qu'une seule ville nouvelle y est arrivée?
Ah ben, Oui. à Marne-la-Vallée, on y est arrivé. Vous y êtes arrivé à un emploi pour On y est arrivé, mais ça prend du temps. À Ça prend 50 du ans temps. aussi, on est arrivé. Hein. Là, c'est sur 15 ans. Hein. Là, c'est sur Le- 15 ans. le- Ah ouais, ben, le- là, c'est arrivé sur Alors, plus de temps que je ne sais ça. pas si je peux me permettre d'intervenir, mais dans le même temps, Bruno, tu oublies de dire que la ville de Roubaix et la ville de Tourcoing ont perdu 60 000 habitants Oui, mais et combien d'emplois? Donc, oui, il y a eu bien mais- sûr la ville nouvelle qui a été faite, mais de l'autre côté, on a perdu beaucoup, quoi. oui, mais Et il y a est-ce eu un que transfert les a fait énorme. Il y a eu un perdre, transfert que la énorme. ville nouvelle ait fait perdre des habitants à Roubaix-Tourcoing, ça j'en suis convaincu. Qu'elle ait fait perdre des emplois à Roubaix-Tourcoing, ça c'est une autre histoire. Oui. C'est une autre Je histoire. pense, moi je disais que, bon, après mon rôle d'inspectrice foncière, j'étais chargée justement d'aller chercher des entreprises. Et ça a été, je veux dire, c'était vital pour une ville nouvelle, d'aller chercher des emplois. Parce que Ah oui. d'abord, c'était des emplois, et en plus de ça, c'était de la taxe professionnelle pour les communes. Et ça, c'était vraiment quelque chose je veux dire, on arrêtait de faire du logement si on n'arrivait pas à faire suffisamment amener suffisamment d'entreprises. Ça a été vraiment le maître mot. 50 ans en Yvelines, on est arrivé à un emploi par actif. Alors, évidemment, pas toujours habitant de la ville nouvelle, j'en suis d'accord. Mais petit à petit, il se rapprochait. Mais bon, enfin, moi encore une fois, je demande à voir. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de nouvelles, je pense que de ville nouvelle, je pense que Roubaix et Tourcoing auraient perdu au moins autant d'emplois qu'ils en ont perdu. Et il n'y aurait pas eu de nouvelles, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu accueillir les emplois qui s'y sont implantés. Hein. Et donc la métropole lilloise tout entière, on aurait souffert. C'est ma conviction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la concertation. Alors, au début, enfin, je sais que l'équipe de l'EPAL, hein, l'établissement public d'aménagement de l'Est, on a été traité de bureaucrates pendant les 15 ans que a duré l'opération Ville Nouvelle. C'est vrai que les établissements publics avaient un pouvoir assez extraordinaire. Hein. Enfin, je veux dire, c'est eux qui faisaient tout les règlements d'aménagement. Bon, et puis alors en plus, avec le nombre dans les règlements, c'était toujours comment dirais-je, c'était pas la hauteur maxi sera de 11 mètres ou 12 mètres, je sais pas quoi, c'était toujours la hauteur sera soumise à l'accord de l'aménageur. C'était toujours ça. Ce qui permettait d'ailleurs une grande liberté dans les opérations, mais bon, c'est sympa. En revanche, bon, à partir de donc la ville nouvelle de l'Île, c'est 69-83. À partir de la fin des années 70, hein, oui, c'est ça, fin des années 70, début, la ville de Villeneuve-d'Ascq a imposé que toute séparation de logements nouvelles qui se faisait sur la commune fasse l'objet d'une concertation préalable. Et alors, ce qui a été très intéressant, c'est que c'était une ville nouvelle, donc les habitants qui étaient déjà là n'en avaient pas grand-chose à faire. Et la consigne, je me souviens, c'était ce qui est ressorti de toute la concertation, c'est de dire faites ce que vous voulez, mais surtout faites-le loin de chez nous. C'était le note in my backyard, déjà avant l'heure, si je puis dire. Et je me souviens que chaque fois qu'on développait un quartier nouveau à proximité d'un des villages existants, la question c'était comment on gère un espace vert entre les deux. Alors une plaine de sport, je sais pas quoi, enfin un lac, etc. Mais c'était jamais comment on articule un développement urbain avec une urbanisation existante. C'était mettez-vous loin. Bon. Oui. Alors que j'ai vécu des trucs complètement différents, mais après quand j'ai travaillé sur Roubaix, où là il y a eu vraiment une participation des habitants, mais parce qu'ils étaient déjà sur place et que eux ils demandaient à rester sur place alors qu'on leur proposait d'aller vivre en HLM dans les UP périphériques. Donc il y a un contexte particulier. Donc ça c'était Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'était le début de l'exposé, c'est sur la gouvernance entre guillemets. Et ça c'est une des très grandes richesses à mon avis des établissements publics d'aménagement de l'Est, et je ne l'ai jamais retrouvé. Alors je commençais, moi j'étais jeune archi, je ne l'ai jamais retrouvé après, ou peut-être un tout petit peu dans certaines scènes, mais à peine. C'était vraiment ce mode de travail complètement transversal. Et ça, c'était remarquable. Je veux dire, c'est-à-dire en 48 heures, quand on avait vraiment un gros truc à traiter, autour de la table, il y avait un spécialiste du foncier, un spécialiste des transports, un type qui s'y connaissait par cœur en assainissement, un vendeur qui allait dire je sauverai quelqu'un pour acheter ça, mais, enfin, et puis bon, à l'archi, alors c'était moi, hein, ou mon chef, ou moi, mon chef, peu importe. Mais on avait vraiment. Il suffisait de 48 heures pour avoir vraiment une équipe comme ça,
tout à fait interdit, un programmiste, enfin un paysagiste. On réunissait en moins de 48 heures toutes les compétences autour d'une table et puis on bossait ensemble sur un projet commun. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé. Je pense que ça a été une des grandes richesses des villes nouvelles. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à la transposer sur d'autres opérations, ou en tout cas pas aussi bien. Si je puis dire. Tu as raison, Bruno, je crois. Enfin, moi, je garde une nostalgie des charrettes qu'on faisait dans les villes nouvelles. Ça vous ennuie pas? Pardon? Je dis, il reste 4 minutes là et je vois que Jean-Pierre avait demandé la parole. Donc, si Jean-Pierre peut… Voilà. Jean-Pierre? Oui, bonjour. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt depuis le début. Cette période des villes nouvelles, je la connais pas aussi bien, si ce n'est par l'écoute de ceux qui ont participé directement. Ça me fait penser, lorsqu'on parle de gouvernance et de la dynamique et de la rapidité de prise de décision, à ce que j'ai pu voir sur Montpellier ou Barcelone, avec des équipes réduites qui ont, comme à Barcelone, modifié la ville en l'espace d'un jeu olympique. Et puis, pour Montpellier, c'est une autre chose, c'est plus dans la durée, avec une équipe que l'on peut qualifier d'autocrate, mais qui a porté une marque que l'on voit encore sur cette ville et son extension. La remarque de Michel sur les boîtes à chaussures, Michel, moi ça me va très bien effectivement qu'on aborde ce sujet-là. C'est d'ailleurs l'objet de la réunion de demain, hein, je vous y convie avec… Je t'ai envoyé l'invitation. Si vous pouvez vous rejoindre, les présents, que ce soit Gérard, Bruno, Dominique, Céline est déjà intervenante. Voilà, c'est un vrai challenge aujourd'hui que celui de ces zones à transformer en quartier de ville, et on n'est pas dans la même logique que les villes nouvelles, mais il n'empêche qu'il y a peut-être des réflexes ou des éléments d'expérience qu'il nous faudrait prendre en compte. Je pense au foncier, je pense aux prises de décision liées à l'organisation des acteurs, qui est extrêmement complexe et très diverse suivant les lieux, mais nécessité faisant loi, transition et multitransition que nous avons devant nous à gérer, à réaliser avec envie et non pas avec contrainte, parce que sinon ça ne marchera pas. Le contexte est complètement différent, on n'est plus dans une décision qui vient d'en haut, mais on est sur un patchwork local qu'il nous faut gérer. Et les enjeux, ils sont que ce soit de la mobilité, de l'énergie ou de la biodiversité, ou de l'eau, on a tout cela à gérer dans un tissu existant. Et donc, ma question, c'est, je n'ai pas la réponse tout de suite là, mais est-ce qu'il serait, peut-on tirer des éléments d'expérience qui pourraient nous servir dans ce qui est devant nous? Alors, zone commerciale pour devenir quartier de ville, mais zone industrielle pour être aussi des morceaux, parce qu'on a sorti l'industrie de la ville, mais la réalité, c'est qu'il nous faut faire une démarche également dans l'autre sens. Il ne s'agit pas de ramener toute l'industrie dans la ville, mais la zone industrielle fait partie de la ville, et comme la zone commerciale. Et on se doit d'avoir cette logique des équipements à proximité, dans le quart d'heure, comme Carlos nous le rappelle rapidement et de temps en temps, qui est repris d'ailleurs par les agences d'Urba comme celle d'Aix, qui essaie d'être dans cette logique-là. Voilà, ce sont quelques réflexions qui m'amènent, que le propos que je viens d'entendre. En tout cas,
Moi, On ne va pas pouvoir y répondre parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. Donc, mais c'est pratiquement une conclusion que tu nous offres là, en disant voilà comment on peut utiliser les outils qui ont été présentés ce soir pour ce que nous avons à faire demain, en fait. Voilà. Oui, je peux quand même dire un mot, moi, Dominique, je crois que c'est la… Oui, vas-y. Et un mot de conclusion, en fait, Chantal. Oui, voilà, je pense que, bon, les villes nouvelles, on a toujours été très critiqués, vous le savez bien, et moi, je suis vraiment une passionnée, et j'ai beaucoup de mal à entendre les critiques. Et bien sûr qu'il faut tenir des enseignements des villes nouvelles, qui sont maintenant entrés dans le droit commun. Et je pense que vraiment, le maître mot, c'est le mixage, mixer, c'est-à-dire au maximum, arrêter de faire des zones, voilà, de faire des villes vivantes, des endroits vivants. On s'est toujours interdit, nous, d'avoir des zones d'activité éloignées du logement, c'était mixé aussi, le mixage au maximum. Et je pense que c'est au moins ça qu'on doit pouvoir, et puis surtout, le côté interdisciplinaire des équipes. Voilà. Je profite de ça quand même pour dire qu'à Marseille, on vient d'inaugurer l'Institut méditerranéen de l'aménagement qui réunit les paysagistes, les architectes et les urbanistes. Il manque les ingénieurs, mais ils vont arriver. Et c'est déjà un bon début. Ça fait 15 ans ou 20 ans que c'est sur le chantier, mais on y est arrivé. C'est tant mieux. Cette fois, c'est arrivé. Voilà. Eh bien, bravo Aix, bravo Marseille. Et donc, ça offre des belles perspectives pour cette belle région du Sud, alors. Je vous invite en Avignon pour demain, à 14h30, si vous êtes disponible. Voilà. 14h30, voilà. Ouais, moi, il y a un lien, ça sera enregistré, on essaiera de faire un compte rendu. On te souhaite une bonne réunion. Bon, tu nous avais déjà invité à la Syrie l'année dernière, donc. Ben voilà, tu connais. Souvenir, hein. Oui. Oui, tout à fait. Bien, ben, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut faire un mot de conclusion sur tout ça. C'était très riche. Moi, je retiens vraiment ces 4 étapes là présentées par Michel, et je suis sûre qu'on peut appliquer ces 4 étapes à beaucoup d'urbanisation des villes nouvelles, mais même en dehors des villes nouvelles, j'allais dire. Oui. C'est effectivement un côté vitrine, quoi. Mais dans l'histoire, même dans l'histoire ancienne, on voit la trace de la gouvernance. Tout à fait. En tout cas, et ça aussi c'est quelque chose, parce que bon, Laurent disait qu'on avait peu d'urbanistes à l'international, mais Michel continue à porter ça au Vietnam. Et bon, on a eu on a fait aussi des choses en Nouvelle-Calédonie, dans la Bahia Blanca en Argentine. Voilà, on continue à porter ce message un peu partout, tout entier ou par bribes, mais c'est très, très, très apprécié, je crois. Est-ce qu'on pourrait avoir les PowerPoint, ça serait possible? Bah oui. Vous les avez, oui, alors il va y avoir surtout la vidéo, en fait. Hein, tu auras la présentation avec les commentaires de Chantal et Michel très bien. sur le site de la SFU. Et puis, mais ça, on peut aussi t'envoyer le PowerPoint. Hein. Oui, mais moi, je renvoie aussi à l'article que j'avais écrit l'année dernière, parce qu'il est très complet. Mais Jean-Paul, tu sais que sur la chaîne YouTube de la SFU, tu commences à avoir une espèce de bibliothèque de PowerPoint qui est tout à fait intéressante. Hein. Oui, bravo à l'équipe. C'est un grand plaisir de voir que le site s'enrichit en permanence. Très bien. Voilà. Eh bien, alors merci à tous, et avec 5 minutes de retard, tout va bien.
Eh ben, alors, bonne soirée. Et puis, alors, à demain pour ceux qui se retrouvent Et à attends, et Avignon. au 21 pour le prochain rendez-vous, Et au 21, bien sûr. Oui. Vas-y, Hein. vas-y, Bruno. c'est pourquoi s'intéresser à l'histoire de l'urbanisme à l'heure de la transition écologique? Et en quoi s'intéresser à l'histoire de l'urbanisme peut nous apporter des choses pour la ville contemporaine. Voilà. Avec Gilles Novarina, qui était venu au colloque qu'on avait organisé pour les 100 ans de Cornudet et qui nous avait parlé de Léon Jossely. Il a fait un bouquin très intéressant là-dessus. Bon, voilà. Très bien. 21 décembre, 18h. Merci, Bruno. Super. Merci. Allez, Salut à tous. très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À demain, Jean-Pierre, en physique. Salut Laurent. Ciao.